Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Aimé Chapti. Dernier jour du mois de mai 2024, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Des découvertes des corps sans vie de 3 enfants sont signalées dans les provinces de Cibitoke et Rutana et des sources sur place parlent des assassinats survenus après des enlèvements de ces enfants. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous allons aussi nous rendre à la direction communale de l'enseignement à Boulaza. Nous sommes en province de Gitega, où il se dit des détournements de plus de 120 millions de francs burundais qui a été opéré par le directeur communal de l'enseignement, lesquels détournements ont été effectués au niveau de différentes écoles. Dans ce journal aussi, nous allons vous parler d'un conflit foncier entre 2 familles en province de Bururi, un conflit dans lequel le gouverneur de cette province est accusé de faire des magouilles en faveur de l'une de ces familles. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page sécurité. Découverte d'un corps d'une fillette âgée de 3 ans qui avait disparu depuis près d'une semaine sur la colline Murama, Rugwe, située en zone de Gihofi, de la commune Bukemba. Cette découverte a eu lieu mercredi courant. Des informations fournies par certains habitants de cette localité révèlent que certaines parties du corps de la victime avaient été coupées par ses bourreaux. Le point avec Vicky Chris Nineletse. Cette fillette de 3 ans dont le corps a été découvert mercredi le 29 mai 2024 s'appelle Nadège Irangaviye. Elle est native de la colline Muramarugwe, située dans la zone Gihofi, commune Bukemba, en province de Rutana. Des sources proches de la famille font savoir que la victime était sans trace depuis jeudi le 23 mai. Selon les mêmes sources, cette fillette aurait été exécutée dans la nuit de mardi le 28 mai, à voir le corps qui était encore frais. Les informations fournies par les habitants de la localité révèle que certaines parties du corps de la victime ont été coupées par ses bourreaux. Il s'agit entre autres des doigts, des oreilles et la langue. Les habitants de la colline Muramarugwe pensent que ce crime, suivi de la mutilation de certaines parties du corps, serait lié à des pratiques de sorcellerie. 2 personnes, dont une femme prénommée Anosiat et un homme surnommé Gasongo, ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Vous saurez qu'en date du 23 mai 2024, plus de 10 personnes ont été arrêtées puis conduites au cachot du commissariat communal de la police à Giharo dans la même province de Rutana. Ces individus venaient d'être attrapés en flagrant délit en train de désosser un enfant albinos décédé et enterré le même jour. Les faits se sont déroulés dans un cimetière de la colline Moula en zone et commune de Giharo. Parmi ces interpellés figurent des responsables locaux du parti au pouvoir au sein des DFDD, des administratifs et des fonctionnaires. Merci à toi, Vicky Chris Nineletse. En parlant toujours de la découverte des corps sans vie des enfants quittant la province de Rutana pour se rendre à Cibitoke, où 2 enfants de la colline Lugajo, située en commune de Mungina, ont été enlevés et puis retrouvés morts en date du 18 et 19 mai 2024. Un de ces enfants a été enlevé au moment où il était au marché de Nyeshenza, tandis que l'autre jouait avec les autres enfants chez lui. D'après les sources sur place, les corps sans vie de ces enfants ont tous été retrouvés dans des endroits proches. Suzanne Moutaneza nous en dit plus. Le 18 mai 2024, un jeune garçon nommé Jackson Mugisha, âgé de 13 ans, a été enlevé par un inconnu alors qu'il vendait des cacahuètes. Cela s'est passé au marché de Nyeshenza, comme en témoigne notre source. Il était en train de vendre les arachides. Un client lui a demandé de le suivre pour se faire payer. Ça a été en fait la dernière fois qu'on voyait ce petit. Sa famille a cherché partout en vain avant de découvrir son cadavre sur la colline Muyange dans la localité de Kizibanyundo. Ceux qui ont découvert le corps de la victime affirment que ses bourreaux l'ont mutilé. En effet, le bout de sa langue a été coupé puis emporté par ses malfaiteurs. La découverte de ce corps a coïncidé
avec la disparition d'un autre enfant de la place. Cette fois-ci, il s'agissait d'une fillette de 2 ans qui jouait dans la cour avec ses amis. Sa mère venait de terminer de la laver. Elle a donc laissé jouer avec d'autres enfants. Quand l'heure du repas est arrivée, sa mère ne pouvait plus la trouver. Elle a cherché partout sans la trouver. Le jour suivant, le corps de cette petite fille a été découvert près de la rivière Kizibanyundo. Elle avait été tuée par étranglement. Selon nos sources à Mabayi, 2 frères prénommés Manus et Rukissa, qui habitent tout près de l'endroit où ont été découverts les 2 corps, ont été arrêtés par la police pour des raisons d'enquête. Merci à toi aussi, Josiane Moudaneza. Poursuivons ce journal par la page Droits de l'homme. Infliger des sanctions allant jusqu'à l'emprisonnement aux femmes et filles qui ont soi-disant mis au monde sans pour autant être mariées est un fait qui expose la mauvaise gouvernance qui gangrène le Burundi. C'est en substance l'analyse faite par le mouvement Inamahoro et son mouvement de trouver désolant le fait que le pays en arrive à infantiliser les hommes jusqu'à les prendre pour des moutons. Suivez Marie-Louise Valichako, elle est la présidente du mouvement Inamahoro. La bonne gouvernance et surtout la gouvernance démocratique se démontre notamment par la priorité qu'elle accorde aux besoins et aux intérêts des citoyens, la focalisation sur les lois en vigueur et la redevabilité des personnes en charge. En temps normal, les dirigeants se fondent sur les lois adoptées par le pays et les mécanismes nationaux et internationaux de droits de l'homme établis ou ratifiés par le pays. Il est donc inadmissible que tout responsable se fonde sur ses propres lois, en ignorant celles que le pays a adoptées, que les citoyens connaissent et que nul, petit ou grand, ne saurait violer sans en être puni. Toute autre loi appliquée crée l'illégalité et la mauvaise gouvernance, et c'est là où, à notre avis, le Burundi se trouve aujourd'hui. Ces mères emprisonnées, torpillées et pourchassées, et leurs enfants laissés à eux-mêmes, sans que cela ne soit soumis à aucune loi à la base, sont victimes d'une grande injustice. Il s'agit d'une grave violation des lois du pays, des droits humains de la population et une preuve évidente de cette discrimination des femmes qui continue. Cette fois-ci, de la part d'une femme, celle-là même qui était censée les défendre et les promouvoir. Quand ils se marient, des époux sont régis par la loi. Devant des responsables administratifs et des responsables religieux, l'homme et la femme se jurent fidélité et rien ne peut rompre ces engagements si ce n'est la loi. On se demande donc, ces foyers dont ces femmes sont accusées d'avoir brisé, n'ont-ils pas de personnes censées assumer ces engagements? Qui leur a demandé des comptes? Quelle est leur responsabilité? Où sont-ils dans tout cela? On devra probablement commencer aussi à défendre les droits humains de ces hommes qui semblent être considérés comme des moutons qui ne savent ni d'où ils viennent ni où ils vont. Marie-Louise Valichako demande au gouvernement de faire respecter les droits de ces mères célibataires et ceux de leur progéniture, car ce qui se passe à Bubanza est une discrimination pure et simple. Et cet activiste de souligner qu'aussi longtemps que des gens se permettront d'imposer impunément leurs lois, en violation des lois en vigueur, le Burundi n'atteindra jamais les objectifs auxquels il aspire. Encore une fois, Marie-Louise Valichako. Le mouvement Inamahoro voudrait demander à Madame la gouverneure Lionkuru Olive ce à quoi elle pense que vont aboutir ces décisions. En quoi aide-t-elle la société et les ménages? Puisqu'elle n'aide pas ces femmes, aide-t-elle au moins les hommes à assumer leurs responsabilités auprès de leur famille? Si cela est accepté que tout responsable peut adopter des lois à volonté, qui bâtira le pays et qui le conduira dans la réalisation de son développement? Une autre question que nous voudrions poser aux responsables de cette province. Ces enfants qui vivent comme n'ayant pas de père alors qu'ils ne sont pas morts et à qui on arrache leur mère, se souviennent-ils qu'ils sont l'avenir du Burundi, qu'ils ont besoin d'être éduqués, bien élevés et guidés sur le droit chemin pour bien grandir et pouvoir réaliser cette aspiration d'un Burundi prospère, plutôt que de soutenir et d'accompagner ces femmes et ces filles pour qu'elles se refassent et éduquent bien ces enfants. C'est leur patrie qui les emprisonne, qui les malmène, qui les pourchasse loin de leurs enfants.
C'est honteux. La mauvaise gouvernance, dont plusieurs parlent souvent et dénoncent, alors que d'autres expriment l'espoir que la situation est encore récupérable, semble glisser aujourd'hui dans la dérive sans retour, avec son traitement infligé aux femmes. Si rien n'est fait pour redresser les choses, l'espoir de la paix, la sécurité et le développement durable du Burundi ne sera plus qu'un rêve qui ne sera jamais réalisé. C'était Marie-Louise Baïchako, présidente du mouvement Inamahoro. Et après 2 jours passés dans les cachots du commissariat communal de Kabedji, Claudine Chimilimana est retournée auprès des siens, précédée par son mari qui avait lui aussi passé quelques heures au cachot. Claudine Chimilimana avait été arrêtée mardi à son domicile, 6 à Ruyaga, une arrestation opérée par des policiers accompagnés par des Imbonerakure. Le crime lui reproché était d'avoir hébergé un rebelle, une accusation qui n'a jamais été étayée par une quelconque preuve. Je vous le disais dans les titres, un détournement de 127 millions de francs burundais opéré au niveau de différentes écoles et mis sur le dos du directeur communal de l'enseignement à Bouladza en province de Gitega. Certains enseignants réclament que des enquêtes soient diligentées par une commission indépendante. Autre que le directeur provincial de l'enseignement en province de Gitega, car ce dernier est accusé de complicité avec le directeur communal de l'enseignement à Bouladza. Danica Iratumba nous en dit plus. Ces détournements des fonds dont le directeur communal de l'éducation en commune Bouladza de la province de Gitega serait responsable datent de l'année scolaire 2023-2024. Les informations en notre possession affirment que Jean-Marie Ndayahodze, directeur communal de l'éducation à Bouladza, a intimé l'ordre au directeur des écoles primaires et secondaires que chaque élève doit payer une somme de 3 600 francs afin de payer les salaires des enseignants vacataires. Ici, on signale que les élèves qui ont payé cet argent sont au nombre de 25 000 et que la direction communale de l'éducation a encaissé 90 millions de francs burundais. Les enseignants de Bouladza accusent Jean-Marie Ndayahodze, directeur communal de l'éducation, d'avoir dépensé des sommes insignifiantes pour les salaires des enseignants vacataires et qui ne savent pas le sort de l'argent non utilisé. Ce directeur communal de l'éducation à Bouladza est également accusé d'avoir exigé une somme de 1 500 francs pour chaque élève parmi les 25 000 élèves, arguant qu'il s'agit des frais de sport. Les enseignants de Bouladza indiquent qu'ils ne voient pas comment cet argent a été utilisé, car lorsque les élèves vont représenter l'école dans des compétitions sportives, ne bénéficient pas de rafraîchissement. Les enseignants de la direction provinciale d'enseignants de Gitega demandent qu'il y ait une enquête indépendante, arguant que le directeur provincial de l'enseignement, Godefried Hakizimana, soutient les magouilles effectuées par le directeur communal d'éducation à Bouladza. À ce propos, nous avons essayé de joindre Jean-Marie Ndayahodze, directeur communal de l'éducation à Bouladza, de même que Godefried Hakizimana, directeur provincial de l'éducation à Gitega, sans y parvenir. Danny Claire, il a trouvé toujours en page gouvernance, aucun signe ne présage le début de la campagne de production du sucre dans la société sucrière d'Omoso, ce Sumo. Pourtant, la date habituelle du début de cette campagne est le 1er juin. Selon des sources sur place, le processus de réhabilitation de la chaudière fait toujours défaut. Les précisions avec Elvis Niamongele. En temps normal, la campagne de production du sucre de la société sucrière d'Omoso, Sosumo, commence avec le 1er juillet. Décidément, au fil des années, ce grand rendez-vous pour la Sosumo change de date, un retard qui est dû aux problèmes techniques qui ne cessent de s'accroître. Et cette année encore, un jour de la date de ce rendez-vous, aucun signe n'annonce le début de la campagne. Selon nos sources d'origine, il indique que l'on a prêté d'abord l'usine proprement dite et par la suite la chaudière. Après cette étape, racontent nos sources, l'on passait 3 jours à faire ce que l'on appelle l'essai de démarrage. C'est une étape qui consiste à démarrer la chaudière et vérifier si tout le système fonctionne bien et passe aux éventuelles petites réparations. Pour cette année, cette étape n'est encore arrivée et ne serait vraisemblablement pas pour demain. Le ciment réfractaire n'est pas encore arrivé. Une fois installé, ce ciment qui résiste à une très grande température exige que l'on attende au moins 30 jours après son installation pour que l'on puisse procéder au démarrage de la campagne.
Cette année, les autorités de la Sosumo s'étaient donné comme objectif de démarrer la campagne très tôt pour dire le 15 mai. C'était pour tenter de voir si l'on pouvait relever la production, vu que l'année dernière, la production avait été mauvaise suite au retard dû à l'entretien des machines. Et finalement, au fil des années, la date de début de la campagne risque de continuer à changer. Si elle avait commencé le 15 juillet l'année 2022, elle a commencé le 21 juillet l'année 2023. Et dernière nouvelle de ce journal, la succession de feux Singoye de la colline Nyamiyaga, zone Bamba en commune et province Bururi, accuse le gouverneur de Bururi de barrer la mise en application des jugements rendus par le tribunal de résidence de Bururi dans un conflit foncier qui les oppose avec les descendants de feux non abatisés, dont le gouverneur lui-même. Pour la succession de feux Singoye, le gouverneur de Bururi torpille les décisions de la justice et les remplace par des décisions abusives qu'il prennent en faveur de ses cousins. Les détails avec Eric Nyonzima. Les problèmes que les successeurs d'Ofe Singoye de la colline Nyamiyaga, zone Bamba, en commune et province de Bururi évoquent proviennent des conflits fonciers qui les opposent avec certains des descendants d'Ofe non abatisés. Des conflits fonciers de depuis 1991. C'est en date du 30 juillet 2015 que le tribunal de résidence de Bururi s'est rendu sur la colline Nyamiyaga pour remettre au successeur d'Ofe Singoye, représenté par le colonel Zibavuga Egide, une propriété située dans la vallée de Jiji, qu'ils avaient gagné dans le procès qui les opposait avec les descendants d'Ofe non abatisés, dont Ruzeba, Ruvunja, Diragendanoa et Muterero, ainsi que d'autres des membres de leur famille. Les successeurs d'Ofe Singoye indiquent que ces Ofe non abatisés n'ont jamais accepté le jugement rendu par la justice et ils ont continué à dépasser des bornes de leur propriété jusqu'à organiser comment ils pourraient partager cette propriété entre eux. Alors, ils ont saisi la justice, mais les descendants d'Ofe non abatisés ont écrit au gouverneur de Bururi, le colonel Vandenzama Solonidas, qui aussi leur proche parenté de venir, sans tarder, les secourir et assurer leur sécurité. C'est là qu'il a envoyé un groupe de 5 personnes pour qu'ils aillent mener une enquête à propos de la propriété de la localité de Gatoué ainsi que celle de la vallée de Jige. C'est après quelques jours que les descendants d'Ofe non abatisés ont surgi dans la propriété conflictuelle en détruisant les champs des descendants d'Ofe Singoye. Ces derniers ont saisi la police judiciaire, mais rien n'a été fait à cause de l'influence du gouverneur de Bururi, comme témoignent les descendants d'Ofe Singoye. Au début de l'année 2023, le gouverneur a décidé de spolier notre propriété de Gatoué et son boisement et nos domaines maraîchers. Nous avons porté plainte auprès du tribunal de grande instance de Bururi. Les présumés auteurs de destruction méchante de nos champs ont été inculpés, les mandats d'arrêt ont été sortis, mais ils ont alerté le gouverneur et ces mandats d'arrêt ont été ainsi abandonnés. Personne n'a été arrêté jusqu'à aujourd'hui. Ils sont tous libres et c'est pourquoi ils continuent leurs actes. Le 25 janvier 2023, les nommés Nhiranyibagira Prosper, qui représentait Fe Ruvunja, Nyongabo Anissé, qui représentait Diragendanoa, et Muterero, et tous ceux qui étaient avec eux ont saisi le tribunal de grande instance de Bururi en mettant en cause le jugement rendu par le tribunal de résidence sur le dossier RS 2091, ce qui a été fait par le tribunal de grande instance. Et cette dernière a soutenu le jugement rendu par le tribunal de résidence en confirmant que cette propriété de la vallée appartenant à la succession d'Ofe Singoye. Mais les descendants d'Ofe non abatisés ont rejeté cette décision de déjuridiction en disant que personne ne peut contredire le gouverneur de la province et ils sont allés cultiver dans cette propriété et l'ont même clôturé. Les descendants d'Ofe Singoye accusent le gouverneur de la province de Bururi, colonel Vandenzama Solonidas, qui fait tout ce qu'il peut pour les mettre dans l'insécurité dans le but de spolier leur propriété en vue de l'octroyer à leurs cousins en violation des jugements rendus par la justice. Pire encore, le 2 mai 2024, ils ont organisé une attaque d'envergure et le gouverneur de Bururi était lui aussi présent sur sa colline natale. Ils se sont précipités très tôt le matin pour cultiver dans notre propriété. Nous les avons vus lorsqu'on se rendait dans les marais à la recherche des herbes pour nos vaches. Nous avons décidé de nous asseoir devant eux pour les empêcher de continuer à cultiver. Un certain Antoine, qui était de ce groupe, a appelé quelqu'un et ce dernier leur a dit de nous ligoter et de nous frapper fort. Ils ont ainsi ligoté Olivier et Béni et nous autres nous avons fui en courant.
Un certain Inanigua, surnommé Yanda, a beaucoup crié fort pour qu'on nous attrape. Heureusement que nos voisins sont intervenus pour nous secourir, notamment en certain Sahingouvou, Thierry, Séraphine, Renilde, Zawad, Rivera, Claude, Eric, Angéline et le 3 Mathieu, ainsi que des Ibonelakure, qui sont intervenus pour nous secourir. Le chef collinaire, accompagné d'un policier, sont intervenus eux aussi pour nous délire. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont torturé les descendants d'Ofe Singoye sont toujours en liberté et ils continuent de cultiver la propriété qui n'ont jamais gagné en justice sous prétexte des décisions prises par le gouverneur en violation de la loi. La rédaction de la RPA, nous avons appelé au téléphone le gouverneur de la province de Bururi pour qu'il réagisse par rapport à toutes ces accusations à son endroit. Il nous a répondu qu'il n'est pas du tout au courant de ces conflits fonciers, qu'il ne connaît même pas Fe Singoye. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Eric Nyonzima que le journal de ce 31 mai 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin et Lemécha. Je vous souhaite un bon début du week-end.